O whisky, só de falar, já vem uma Escócia na cabeça, certo? Uma Irlanda aí talvez, ou até mesmo aquele bourbon americano. Agora, será que não tem whisky na França também, não? Seria ele um whisky mais chique, que fala com um biquinho, produzido aí por gente de beret, né, a boina, uma baguete debaixo do braço? Pois então, saiba que tem sim. E mais, tá? Os franceses estão entre os maiores consumidores de whisky do planeta. Parece loucura, né? Mas é a pura verdade. Roda a vinheta e vem comigo aí descobrir um pouco mais sobre este assunto que vai linkar whisky e vinho de uma maneira como você nunca viu. Pois muito bem, se você caiu por aqui de paraquedas, eu sou André Vigas, sou sommelier, sou formado aqui em Bordeaux e sou certificado W73 também. Eu vivo aqui na região desde 2022 e desde então eu tenho visitado produtores e grandes propriedades para aprender e poder extrair o máximo de conhecimento sobre essa bebida incrível que é o vinho. Além de que desde 2023 eu trabalho como guia em algumas das vinícolas aí mais prestigiadas de Bordeaux. E aqui eu compartilho a minha paixão por vinhos, falando de tudo um pouco, né? Direto aqui da terra dos vinhos, esta França querida. Já segue o canal, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo, além de que você vai ajudar demais esse que vos fala a continuar produzindo material por aqui. Porém, hoje a gente vai sair um pouquinho do mundo do vinho, mas nem tanto assim. Fui conhecer a Moon Harbour, uma destilaria aqui de Bordeaux, que tem tudo para deixar aí qualquer amante de bebidas em geral, mas especialmente de vinho e de whisky, bastante intrigado. São whiskies envelhecidos em barricas de grandes chateaus aqui de Bordeaux. Para mergulhar nesse projeto aí fora da curva, eu conversei com o Jean-Philippe, que é o organizador da ideia da Moon Harbour. É um cara aí apaixonado que acredita e prova que gin e whisky tem muito mais em comum do que parece. Eu fiz, claro, lá uma degustação, tá? Saí com algumas comprinhas, inclusive, porque, cara, os whiskies são bons demais. Não vou detalhar aqui para vocês no vídeo cada um deles, enfim, mas vou deixar os links aí na descrição e também a minha explicação sobre cada um dos whiskies que eu provei por lá, tá? Vai estar tudo aqui embaixo na descrição. Se prepara, que tem muita história, tem muita madeira de qualidade, que até deixa um cheirinho aí irresistível, não é só de lembrar da entrevista. Acho que vocês vão gostar. Portanto, vamos embora. J'aimerais bien en fait montrer un peu au public brésilien qu'on ne fait pas que du vin ici à Bordeaux quand même. On fait d'autres choses. Hein. Exactement. Voilà. Donc on fait du whisky. Moi je travaille dans le vin. C'est mon boisson préférée. Mais je suis pas trop fan de spiritueux, mais sauf le whisky. Donc j'aime bien le whisky. Voilà. Mais c'est vraiment le whisky, c'est quelque chose que ça m'attire un peu l'attention. Et là, on fait quelque chose qui, moi, je trouve assez spécial parce que déjà, c'est fait ici à Bordeaux. Déjà, c'est fait en France. C'est pas vraiment le pays du whisky, on dirait. Et j'aimerais bien savoir un peu, qui vous puisse quand même vous présenter, expliquer un peu pourquoi l'idée de faire du whisky ici et qu'est-ce que ça fait la différence de la distillerie par rapport à ce qu'on peut rencontrer ailleurs. Ouais. Allez. Mais donc l'idée de faire du whisky à Bordeaux, je l'ai eu il y a 2015, 12 ans déjà. 12 ans. Donc c'est whisky, pour moi c'est le seul spiritueux que j'aime. Donc c'est ce que j'adore. Voilà, j'étais effectivement à l'époque et je le suis toujours évidemment très passionné de whisky, bordelais, donc natif de Bordeaux. Et à un moment donné, l'idée c'est de se dire pourquoi pas faire du whisky à Bordeaux, sachant qu'il s'avère à l'usage qu'il y a beaucoup d'atouts pour faire du whisky dans la région. Alors ici on est dans le chai à barrique, qui est finalement, je dirais, le premier petit caillou que j'ai semé sur le long chemin qui mène au bout de 12 ans ici. C'est les barriques. Les barriques parce que Bordeaux c'est du vin. Ouais. Ça a la réputation, ça a une réputation internationale, donc dans le monde entier, Bordeaux est assimilé à du vin. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de barriques et beaucoup de barriques d'origine, de couleur, d'appellation d'origine contrôlée différentes. Oui. Du vin rouge, des vins blancs moelleux, donc légèrement sucrés, un peu miel, un peu gourmand, des vins blancs secs, etc., etc. Ouais. Donc ça veut dire qu'au départ,
quand j'ai cette idée de faire du whisky à Bordeaux, parce que j'ai pas mal voyagé dans le monde entier, j'ai vu beaucoup de distilleries dans beaucoup de villes, notamment à New York, où j'ai vu tout le côté craft distillery Ah, qui ok, a permis sur Brooklyn de ok. relancer un peu Une chose qui s'était des fait choses pendant très longtemps quand même. voilà. Ouais, ouais, Et donc ouais. se dire, tiens, est-ce qu'on peut pas aussi, puisqu'on est dans Bordeaux, faire une distillerie dans Bordeaux, ce qui était quelque chose d'assez ambitieux au départ, puisque la plupart des distilleries en France ou ailleurs sont invitées gentiment à aller en zone rurale. Et donc l'idée, c'est aussi de se dire, Ok. montrons aux habitants de la cité de Bordeaux Ouais, ouais. qu'on peut aussi avoir une belle activité artisano-industrielle en centre-ville. Alors et c'est C'est vrai marrant. que partant de ces barriques-là, on a quand même un point d'entrée qui est important. Et ce qu'il y a de très intéressant pour faire le lien avec le monde du vin, donc ce sont des barriques dites bordelaises, qui est un format bien spécifique, inventé Les par les Anglais. 225 Voilà, la litres. fameuse Voilà. 225. Le Exactement. 50 gallons. Exactement, inventé par les Anglais pour faire 300 bouteilles de 75 centilitres, tout simplement. Ouais, c'est ça. Donc, on est sur ce format-là. Mais ces barriques, on ne les utilise pas neuves, on les utilise empreintes des vins de Bordeaux qu'il y avait au préalable à l'intérieur. Donc, une des idées majeures au départ, c'est se dire, on va faire tout l'élevage de nos whiskies dans des barriques qui contenaient quelques semaines avant maximum pour garder la fraîcheur de la Ah, ok, barrique. Donc, ok. on a des contrats avec des grands châteaux de la région, en Sauternay, en Pessac-Léognan, en Saint-Émilion, en Margaux, en Saint-Julien, de manière à pouvoir récupérer des barriques fraîchement vidées, introduire à l'intérieur, entonner, comme on dit, le distillat, hein, Ok. qui coule de Oui, l'alambic. oui. Et ceci permet, à la fois par la taille relativement moyenne de la barrique de 125, c'est pas très gros non plus, donc ça veut dire qu'il y a un très bel échange bois-distillat avec un Oui, très beau ratio. oui. Et le fait que le vin est à l'intérieur, ben, ça nous donne rapidement, de façon naturelle, de la coloration et de l'aromatique, C'est naturellement amené par les aromatique. vins. Donc l'idée Bordeaux, c'est du vin. Bordeaux, c'est du vin. Bordeaux, c'est des vieilles pierres. Je me souviens quand j'ai présenté le projet de la mairie de Bordeaux à l'époque, la chargée de l'économie m'a dit, Jean-Philippe, votre projet nous plaît parce que par rapport à l'image de Bordeaux qu'on voudrait bien dépoussiérer, on en a marre qu'on catalogue Bordeaux uniquement à du vin et des vieilles pierres. Et le faire du Hmm. whisky à Bordeaux, tout en ayant cette intégration, je dirais, horizontale de se servir des barriques, ça nous intéresse parce que ça va colporter, amener quelque chose de différent et d'un peu Oui, innovant dans le territoire bordelais. ouais, Donc le très bien. bunker dans lequel on est un endroit incroyable, Ouais. qu'on a Dans un, découvert, dans un bunker, là, c'est ça, ouais, un c'est ça. bunker de la guerre. Les gens connaissent pas cette histoire-là, hein. C'est normal de les gens qui arrivent ici, ils vont regarder l'immense bâtiment là qui a été construit C'est pour, ça. voilà, pour garer les sous-marines allemands. Et voilà, Bordeaux a été coupé. Donc c'est une partie de l'histoire qu'on parle pas trop quand même, mais ça fait partie de l'histoire de Bordeaux et c'est assez intéressant. Et là, on est vraiment dans un côté historique, dans un bâtiment historique assez intéressant. Qui est carrément, on peut dire, une pièce unique. Ouais, Puisqu'autant malheureusement nos plages sont encore largement défigurées aujourd'hui sur la côte atlantique par ce qu'on appelle les blocos, oui, qui oui, étaient là pour répondre au quelques, débarquement des navires, etc., etc. Il y a, parce que c'est éternel, ces bâtiments sont éternels parce qu'ils sont en oui. béton armé. Il y a 4 bases sous-marines sur la façade atlantique: Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle, Bordeaux. Ouais. Et là, on est en arrière base de la base sous-marine, à savoir que ce bâtiment a été construit à l'époque avec pour destination objectif final d'être la station-service des 4 bases sous-marines de la façade atlantique. Ah, ok, Donc ça devait ok. contenir 4 millions de litres de carburant pour avitailler des sous-marins avitailleurs qui étaient sur Bordeaux. Mais il s'avère que ça n'a jamais été rempli de carburant, tout simplement parce que ça a été intensément bombardé, notamment le pipeline qui devait convoyer le carburant jusqu'à la base. Donc bâtiment, Ok. Voilà. finalement, immense, indestructible, Indestructible, et qui enfin, ouais, n'avait c'est jamais ça. servi. Parce que non, ça serait pas possible de l'utiliser aujourd'hui si on avait de carburant qui a été C'est que par là. les autorités de tutelle ont cherché un usage à ce bâtiment depuis la guerre, ne l'ont jamais trouvé jusqu'à ce qu'on arrive, puisqu'on a répondu à un appel à projet. Et finalement, cet endroit-là correspond un peu à l'esprit de ce qu'on veut faire ici, c'est-à-dire que nous, on est beaucoup dans le côté proximité RSE local et beaucoup dans le côté recyclage, Ouais. c'est-à-dire qu'on recycle des barriques, qui ont une deuxième vie avec nous et qui auront une Oui, troisième bien vie sûr.
après nous, puisque ce serait utilisé pour du rhum ou d'autres spiritueux. Je reçois pas mal de visiteurs, ils demandent toujours qu'est-ce qu'on fait avec les barriques après, Voilà. et je dis toujours ça, donc je peux là maintenant conseiller, vous pouvez y aller quand même, visiter une distillerie, vous allez voir, c'est bien ça. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis, là aussi, on est dans le recyclage d'un bâtiment seconde vie, finalement. Oui, bien sûr. Parce qu'on peut pas le détruire. Donc, l'idée, c'est de se dire, ce bâtiment, finalement, sert à quelque chose, même si c'est 80 années après, sur un usage beaucoup plus noble que de stocker du carburant pour guerroyer contre les Alliés, sur un usage qui consiste à stocker 400 000 litres de whisky. Ah, c'est ça qui est intéressant. 400 000 litres, c'est ça? À peu près 400 000 litres de whisky en fonction des périodes de distillation et des ventes. Et il s'avère aussi que ce bâtiment, à l'usage, est un bâtiment quasiment idéal pour le vieillissement des spiritueux et du whisky en l'occurrence, puisque c'est un bâtiment avec ses murs de 6 mètres d'épaisseur qui a une amplitude thermique très faible. Donc là, dehors, il fait 35 degrés. Ici, on a 16-17. C'est très bien. C'est super pour le whisky, mais il y a quand même du réchauffement un petit peu qui se fait à l'intérieur du bunker avec une inertie très grande en fonction le béton, c'est très connu pour ça quand même. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on a des cuves en béton. C'est très efficace. Exactement. Voilà, c'est très efficace. Oui, et on a aussi un bâtiment qui n'est pas tout à fait étanche à l'eau puisqu'il a été bombardé pendant la guerre et donc il est lézardé. Ça crée des fissures. Voilà, ça crée des fissures. T'as tout compris, André, et ça permet à l'eau de ruisseler le long des parois et finalement aussi de participer à un vieillissement bonifiant du spiritueux qui est dans les barriques. Et ça, on le découvre au fil du temps. Voilà. Donc, ce qui permet aussi d'avoir un bâtiment qui a très très peu de pardesan, très peu d'alcool. Parce qu'on a tout simplement les murs le chai au mur, les plus épais du monde, 6 mètres d'épaisseur. 6 mètres d'épaisseur, c'est énorme, ça, c'est impensable aujourd'hui. Ce serait compliqué à construire un chai. Souvent, il y a des gens qui arrivent qui disent oui, alors nous, on aimerait bien faire du whisky. Écoutez, construisez un bunker. 6 mètres, c'est bien. On sait d'où ça vient, on sait comment c'est fait. Donc, les gravières quand ça vient faire le bunker sont à côté de Bordeaux. Donc, tous les matériaux à l'époque ont été réquisitionnés, ainsi que la main d'œuvre forcée. Ça, c'était l'histoire un peu sordide de la Seconde Guerre mondiale, avec une construction qui a été faite sur 7-8 mois. Donc, c'est quelque chose qui allait hyper vite en termes d'architecture. Voilà pour le bunker. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on fait ici? On brasse, on distille. Et on brasse, on distille quoi? Des céréales, parce que le whisky, c'est une boisson distillée à partir de céréales. Voilà. Donc ce n'est pas une AOC, c'est-à-dire qu'on peut faire du whisky dans le monde entier. Voilà. Contrairement à Cognac ou à Armagnac qui sont des AOC. Donc c'est pas une AOC, c'est une méthode de fabrication. Donc on utilise des céréales de la région, donc de l'orge qu'on récolte sur l'île de Patiras, sur l'estuaire de la Gironde, au confluent de la Dordogne et de la Garonne. Donc c'est vraiment un endroit un peu unique avec une terre pleine d'alluvions qui est absolument incroyable pour la qualité des céréales. Du maïs également. Donc tout ça c'est récolté, malté, et ensuite nous on fait chez nous, on écrase les céréales, c'est-à-dire qu'on les broie, on va faire une mouture, ce que les Écossais appellent du grist. On transporte mécaniquement ce grist jusqu'à la cuve de brassage. Donc on fait une bière entre guillemets à 7 degrés d'alcool. Oui, c'est ça. Qui est juste la matière première qui permet ensuite d'être travaillée par les alambics. C'est la fermentation. Voilà, la fermentation, exactement. Tu connais un peu toi un whisky, hein? Ça se voit que t'as mais voilà, c'est ça. Il faut, on est sommelier, il faut connaître. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que la cachaça et la caipirinha. Exactement. Donc on brasse, on fermente. On a des lots qui sont en attente dans des lots de wash, que les Écossais appellent du wash, qui sont en attente de distillation. Et ensuite, on envoie ces lots vers nos alambics. On a 2 alambics qui sont également très atypiques et très locaux. Ils ont été construits à Bordeaux-Bègles il y a 8 ans maintenant. Et ce sont des alambics construits par un artisan bordelais qui s'appelle Jean-Louis Stoeffler, qui est la 4e génération, puisque la famille Stoeffler fait des alambics à Bordeaux depuis 1925. C'est tout à fait incroyable. 2 alambics par an à la main, il faut. Tout cuivre. Ils façonnent le cuivre, etc. Et alambic qui est en dehors du fait qu'il soit bordelais, a aussi pour qualité notable, ce sont des alambics très particuliers puisqu'on distille le taux d'alcool recherché, c'est-à-dire 70-75 degrés, en une seule passe de distillation. D'accord?
Ok, Donc c'est pas un ok. arabica repasse comme les charentais, Ah, ok, c'est pas. comme on utilise souvent dans le whisky en Écosse. Mhm, mhm. C'est simple passe, ce qui permet d'avoir une distillation très lente avec un contact hyper intime, exhaustif entre le cuivre et le distillat. Et c'est ce contact intime cuivre-distillat très prolongé qui va donner à l'arrivée un produit très floral, avec beaucoup de Ok. bouquets, d'aromatiques et de texture. Voilà. Ah, ok. Donc Avec ça la fait matière. partie de la matière. Ok, Voilà. C'est-à-dire ok. on n'a pas un produit qui est fuyant en bouche, on a un produit qui est Oui, texturé, qui a du gras. oui, Donc le oui. gras en Je me matière souviens de de. food solide, c'est plutôt péjoratif. Par contre, en matière de spiritueux, ça veut dire que c'est pas un produit qui fuit en bouche, c'est un produit qui reste en bouche. Donc ça, c'est Ok, très intéressant. Et ça très fait bien. partie, je dirais, avec les barriques dont on a parlé tout à l'heure, fraîchement, pardon, vidé du vin, et le bunker qui est un chai unique, ça fait partie du triptyque de nos trois éléments les plus originaux qui font qu'on a une personnalité différente dans la Ouais. fabrication et dans le ressenti de ce qu'on déguste. Voilà. C'est ça que je trouve très intéressant parce que c'est quelque chose que on a vu quand même. On a les différents styles, mais tout est vraiment lié aux produits locaux et aussi notamment au vin. Parce que là, par exemple, c'est une question que j'aimerais bien poser. Là, vous avez parlé là du maïs. C'est une façon de production du whisky un peu à l'américaine avec Oui, du maïs et un tout peu ça, comme le bourbon. comme les bourbons. Hmm, Mais j'imagine que ça va être pas forcément le même style quand même. pas tout à fait. Et quand on parle des styles, quand on va commencer à étudier un peu le whisky, c'est sûr, on va partir toujours au whisky écossais, irlandais et aussi l'américain. Donc, est-ce qu'il y a une école française quand même de faire du whisky? Alors, à vrai dire, l'histoire du whisky français, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est les Bretons, puisqu'ils ont inventé le whisky français en Le 1986. breton, voilà. Voilà, le fameux breton. Oui, le Donc, breton, qui c'est veut, presque l'Angleterre hein, presque, française. exactement. Géographiquement, il y avait une logique que ce soit eux. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de distilleries qui se sont montées en France. Mais comme je dis souvent, finalement, c'était un peu une anomalie de l'histoire que les Français ne fassent pas de whisky, parce que finalement, en France, on a tout pour faire du très beau whisky, et notamment à Bordeaux, puisqu'on a le savoir-faire des alambics, on a les Oui, céréales, bien sûr. Hein. on a les barriques, on a le climat, on a tout. Et Le donc, genre. et le français, pardon, je te coupe, Non, non, pardon, au-delà vas-y. de Oui, ça, oui. en plus, c'est le plus gros buveur de whisky au monde par tête. Oui, c'est vrai. Par Donc, tête, hein. ouais, voilà, par 200 tête. millions de bouteilles par an, ce qui est Ouais, énormissime. c'est énorme, hein, C'est c'est énorme. vrai. Voilà. C'est assez marrant. J'ai bien compris tout ça, mais j'imagine que dans un moment de votre vie, vous avez commencé à boire du whisky et vous avez dit, mais tiens, il y a quelque chose de spécial, hein. Intéressant. J'aimerais bien le faire aussi de façon différemment. Quel était les moments où le whisky a pris votre tête? Bon, en fait, c'était une trajectoire professionnelle puisque j'ai passé 33 ans dans une entreprise qui fait l'agroalimentaire, qui fait des desserts à Bordeaux, qui s'appelle Joc. Et Ah, le Jacques. Ok. voilà, élevé Ouais, au voilà. Joc, qu'on Le retrouve Jacques, sur les ouais. maillots Le bébé, ouais, des voilà, c'est bébés, ça. etc. Champion d'Europe. C'est Exactement. ça. Élevé au Joc, etc. Donc ça m'a amené à découvrir beaucoup d'histoires de whisky différentes. Ok. Whisky, bon, les bourbons américains, forcément, Ouais. les whisky écossais, les whisky irlandais, les whisky taïwanais, les whisky japonais, parce que j'ai acheté beaucoup de machines au Ouais. Japon. Ouais. J'ai découvert le whisky Le whisky japonais il y japonais, a c'est très, très réputé aussi. très Ouais. réputé. Je me Ouais. suis, je Et pense, cher quand même. très cher, très cher. Ouais, c'est Ouais, ça. ils savent très bien se vendre. Je pense que ça a été Toujours. le révélateur, c'était un peu ça. C'est le Japon, quand j'étais acheté des machines à Tokyo et qu'on ratifiait le contrat non pas par un ratafia mais par du whisky qui servait du whisky japonais, je me Ok. suis dit mais ça veut dire qu'on peut faire du whisky partout. Ouais. Et donc je me suis dit les Français achètent énormément de whisky japonais Oui. alors qu'on pourrait faire du très bon whisky ici qui viendrait de beaucoup moins loin si tu veux Oui, oui, bien sûr, bien sûr. avec des produits locaux Oui. etc. Oui. C'est Donc, je ça. pense que l'idée, un peu comme les céréales, a commencé à germer à ce moment-là. Puis après, à un moment donné, bah, tu te dis, tu apprends que le français boit 200 millions de bouteilles par an. Oui. Tu apprends qu'il y a des barriques. C'est un marché qui existe quand même, Voilà. hein, c'est ça? Donc, tu te dis, ben, why not, quoi, pourquoi pas. Et Ouais. puis, Ok. l'esprit d'entreprise, l'envie de faire des choses différentes, ben, Ouais. ça aboutit à ce que tu vois aujourd'hui. Comme dans le milieu des spiritueux, il faut donner du temps au temps. Voilà, tu sais, Ok. que tu as dit c'est long, mais si c'est long, ça va être plutôt bon parce que c'est la bonification du produit, elle se fait par le temps passé dans les barriques. Donc tout ça, c'est lié.
Donc, Oui. la notion du temps est un peu réécrite dans le milieu des spiritueux. Donc, c'est ça qui est intéressant. Là, je trouve très très chouette parce qu'on crée des histoires. Parce que quand on parle des vins, on est toujours en train de parler des histoires. Le vin, normalement, il est beaucoup mieux après qu'on raconte toute l'histoire de Oui, la oui, bouteille. oui, ben oui. Est-ce qu'il y a quand même une espèce de, comment je peux dire ça, j'ai oublié les mots, difficulté Ouais. de vendre, voilà, parce qu'il y a une, Voilà, non, oui. mais les bons whisky, c'est le whisky écossais, Oui, par oui. exemple. Alors, il y a une difficulté. Est-ce qu'il y a cette difficulté? Effectivement, parce que les distilleries françaises sont jeunes. Les Ouais. distilleries françaises, il n'y a pas vraiment, comme en Écosse, comme sur le Bourbon, si tu veux, Préjugés, c'était ça, une communication générale, institutionnelle, chercher le terme. Tu vois, je suis comme toi, Oui. je cherche les termes. Et ce serait intéressant qu'un jour, sur le whisky français, il puisse y avoir une communication à l'export, justement, pour planter l'étendard du drapeau du whisky français dans les autres pays. Parce que le milieu du whisky, comme le milieu des spiritueux, est un milieu qui demande beaucoup d'investissement de communication. Ouais. Ça coûte très cher. C'est ça. Et c'est vrai que avoir une association de moyens sur le whisky français pour dire, voilà, on fait du whisky en France, mais c'est pas une aberration. C'est juste une réécriture logique d'une anomalie de l'histoire. Parce que les Français, finalement, avaient l'habitude de boire quoi? Et de distiller quoi? Des fruits. Oui, Le c'est ça. raisin, un cognac, le raisin Cognac, en Armagnac, le ouais. Calvados, la pomme, Oui. Ouais, c'est la ça. Mirabelle en Lorraine, Ouais, c'est ça. les eaux de vie de fruits, etc. Oui. Finalement, on a C'est le ça. savoir-faire, il est chez nous. Il est chez nous. Donc les gens, il faut pas qu'ils croient qu'on fait du whisky en France comme ça, parce que c'est comme une poule qui a trouvé un couteau. Il y a une vraie logique de fabrication, de savoir-faire français, sauf qu'il n'était pas appliqué aux céréales, il était appliqué aux fruits. Voilà. Bien sûr. Mais ça, il faut savoir l'expliquer. Et c'est vrai qu'on n'est pas attendu à l'export comme, Ouais, c'est comme ça. un whisky français. C'est pas une évidence. C'est pas une évidence. Mais aujourd'hui, notre objectif à nous, comme à la plupart de nos concurrents, c'est quand même déjà de raconter l'histoire de ce qu'on fait sur le territoire français, qui est déjà très important en termes de consommation. On n'est pas non plus des producteurs à l'écossaise, on produit pas des millions de litres par an. On produit à peu près l'équivalent de 100 000 bouteilles. Donc, on peut se suffire à soi-même en vendant déjà sur notre territoire de prédilection, c'est-à-dire la France. Voilà. Et après, petit à petit, ben voilà, quand tu as commencé à vendre en France, tu peux éventuellement avoir une image que tu vas colporter dans le monde entier, etc., etc. Peut-être au Brésil un jour. Sachant que les Brésiliens adorent les Français en plus. Oui, quand même. Ça adore beaucoup. Voilà. Malgré les problématiques, oui, et même de Zidane aussi, malgré Zidane. Mais bon, Zidane, on respecte. On respecte parce que lui, il était un des plus grands. C'est le plus brésilien des joueurs français. Oui, il aime bien les Brésiliens, c'est vrai. C'est ce qu'on disait à l'époque. Ouais, il aime bien aussi. Et oui, donc grand joueur, pourquoi pas un jour au Brésil, mais pour l'instant, on a quand même beaucoup de choses à faire ici. Voilà. Et c'est vrai pour nous, c'est plus simple et plus économique parce qu'on n'est pas un gros groupe, on est une petite structure, donc c'est compliqué de mettre en place des moyens comme nos gros concurrents, Pernod Ricard, Diageo, etc., etc. Oui. On n'est pas dans la même catégorie. Ce sont des gros. On n'est pas dans la même catégorie. Des gros mais c'est players intéressant au Brésil. C'est ça qui est rigolo. Et alors, pour finir, juste une dernière question, parce que vous avez là quand même les partenariats avec le château Carbonieux. Oui. C'est ça, Pessac-Léognan, château Guiraud, Sauternes. C'est ça. Cantonac-Brown, Margaux. Saint-Julien, vous avez dit que aussi. Oui, Saint-Julien, on a château Léoville-Poiferré. Ah, Léoville-Poiferré. Léoville-Poiferré. On a château Pipot à Saint-Émilion. Ah, Pipot. Ouais, et puis. Tous les jolies propriétés, quand même. Ouais, ils ont bien accepté un peu de faire les partenariats. La Louvière à Pessac-Léognan, qui a été notre premier partenaire barrique. Et c'était important pour nous d'avoir un premier partenariat. Ouais. Et on l'a eu avec Château de la Louvière, justement, parce que Pachi, notre directeur de production et œnologue, il connaissait très bien le directeur de production de la Louvière, qui s'appelle Vincent Cruège. C'est grâce à ce petite passerelle entre œnologues de formation qu'on a pu rencontrer la famille Lurton, expliquer le projet. Et c'était le premier partenaire barrique en 2015, je crois, ou 16. Et le fait qu'il y ait un partenaire barrique un peu connu qui démarre, ça a permis de déverrouiller un peu tous les autres. Voilà. Se dire, finalement,
On ouvre la brèche, après, Voilà, voilà. c'est ce qui est intéressant. Et puis finalement, cette Ce sont année, des jolies propriétés quand même, qui ont des très jolies barriques, voilà, c'est voilà. ça. C'est très très belle propriété. Carbonieux, on a des barriques magnifiques. Guiraud aussi. Ok, est-ce que vous voulez parler quelque chose en plus, non, des durs? Non, non, enfin, moi je veux dire que ouais, c'est un projet passionnant. Ouais, je trouve Qui est très sympa. qui est Je suis venu une fois déjà. qui est vraiment atypique et si j'avais à recommencer, eh ben, malgré que ça me coûte une fortune, je recommencerai quand même. Ah ouais? Voilà. Ok. Comme quoi, on préfère l'enivrement éthylique à la passion de l'argent, donc c'est juste le petit clin d'œil. C'est ça, Voilà. bien sûr. Ouais, on est tous. Mais bon, passionnés. comme on dit, avoir des sous pour pas en faire grand chose, ça sert à rien. L'important, c'est Ouais. de faire aussi, c'est Profiter un peu, passer un bon profiter un moment. peu et puis et puis on est content aussi quand les clients viennent ici, visitent, qui trouvent l'endroit incroyable, qui trouvent les produits plutôt très bons. C'est une récompense tous les jours, quoi. Quand on va voir les cavistes et tout, c'est quelque chose qui nous plaît parce qu'on sent que le travail qui a été fait, qui est pas encore terminé, hein, parce qu'on est loin d'être arrivé aux objectifs, hein, mais le travail qui a été fait est quand même apprécié. Ouais. C'est quand même le juge de paix par le consommateur. Mais franchement, Philippe, merci. Merci à toi. Et Merci à toi, ce petit félicitations pour les projets, parce que voilà, c'était Et super. j'espère bientôt Mon Arbour au Brésil. Comment on dit Mon Arbour en brésilien? Porto de la Luna. En Porto portugais. da Lua. C'est magnifique.